Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Kim. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, on repart une nouvelle série, un peu pour faire une suite de ce qu'on avait déjà commencé sur l'explication un peu plus théorique du red teaming. On va aborder 3 scénarios, puis on va les découper par vecteur. Fait que je vais te laisser nous présenter les 3 scénarios, puis ensuite on va aborder le premier vecteur dans cet épisode-ci. Parfait. Le premier scénario, c'était un scénario d'employé qui aurait été compromis ou qui serait corrompu, dans le fond. Donc, une grosse entreprise viendrait qu'engager quelqu'un. Il a fait son screening, il semble legit, tout est beau à première vue. L'entreprise est une entreprise corporative avec une tour au bureau vraiment classique, beaucoup de monde, beaucoup de mouvements. Tout est sécurisé avec carte d'accès. Ils ont tendance à avoir de la sécurité au niveau gouvernance. Et ils se retrouvent à onboard un employé. Et de là, de voir, en gros, le client nous demande jusqu'où tu es capable d'aller, qu'est-ce que tu es capable de faire et avec quoi tu es capable de partir dans place. Très intéressant comme premier scénario. D'ailleurs, le plus classique, comme tu mentionnes. C'est vraiment le bread and butter parce qu'après ça, normalement, tous les autres scénarios qu'on va pouvoir élaborer, techniquement, tu vas te retrouver sur place avec des identifiants, puis tu vas pouvoir continuer à faire la job. Effectivement, le second scénario, c'est... Le second scénario, on irait avec le côté de pirate de l'Internet. Donc, on est de l'extérieur, on n'a pas nécessairement accès au bureau physique de la place. On a juste tous les identifiants, on a accès à on peut pouvoir faire du phishing à partir de l'externe, totalement black box, on n'a aucune information, mais on n'a pas accès au site. Ouais, très intéressant. Puis c'est le scénario que les gens ont l'impression qu'il est les attaques les plus communes. Donc, justement, on va aborder ce volet-là. Là. Ben souvent, c'est de là qu'on va voir sur les attaques de ransomware ou des mauvaises configurations, les sites web piratés. Ça va être le facteur souvent exploité par les threat actors. Oui, tout à fait. Et le troisième scénario? Plus au niveau de stealth, où c'est que là, ça va être vraiment intrusion physique. Le but, ça va aller de brancher les appareils sur le réseau puis de réussir à obtenir un foothold dans la salle des serveurs. Ouais, un peu plus ces affaires de genre mission impossible avec des affaires. Là, j'imagine que vous faites pas des choses avec des harnais puis vous descendez, mais quand même, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu cette image-là, mais le réel est un peu moins sexy. Là. C'est pas mal moins sexy. Je dirais qu'il y a souvent pas d'harnais. Puis Johnny Xmas a déjà conté des belles histoires assez drôles là-dessus. C'est qu'il a tombé dans une salle et tout trash l'intérieur parce qu'il a essayé de passer dans un double mur avec un plafond suspendu. Puis ça n'a pas été super... ça a pas été, disons, comment qu'il l'avait imaginé dans sa tête. Donc c'est assez comique. Je recommande fortement aller voir son talk là-dessus. Là. Ouais, ça laisse pas ça. Le réel est beaucoup plus drôle et moins sexy que ce qu'on voit dans les films. Maintenant qu'on a été mis la table sur les 3 scénarios, on va commencer avec le premier vecteur. C'est une forme, en tout cas du moins minimalement, c'est du recon passif, puis peut-être un peu de recon actif, tout dépendant de comment on va élaborer la conversation. Définitif, parce que le recon, on s'entend que le côté passif-actif est une ligne quand même assez mince des fois. Quand tu as la chance, tu l'essayes. Personnellement, je considère, c'est surtout qu'est-ce qui a une chance de te faire pogner ou d'être associé à ton nom. Je vais considérer que c'est relativement passif. Puis le côté actif, c'est toute une recon qui risque de peut-être mettre un doute sur ton identité ou te rendre suspect moindrement. Ouais, c'est une très belle frontière, puis oui. Du moment que tu es capable tu te fais pincer, puis en fond, tu blows ton cover, pour moi, c'est exactement ça, ça devient du actif, puis c'est beaucoup plus dangereux d'ailleurs. Oui, l'engagement est fini directement une fois que blow est up. C'est sûr et certain que certaines personnes, tu peux peut-être réussir à tirer la sauce, dire écoute, je suis en engagement, voici ma lettre, je continue un peu pour tester. Mais en Red Team, techniquement, une fois que t'es découvert par une des personnes, c'est supposé d'être fini. C'est un peu l'objectif de détecter si l'entreprise est capable de déceler, puis si ça a été repéré, ben ça atteint l'objectif de la compagnie d'avoir justement décelé quelqu'un qui mettait en œuvre une attaque. Il y a des fois qu'on va tester aussi combien de temps que ça va prendre avant qu'ils te mettent dehors. L'employé t'a trouvé louche, ok, c'est correct, c'est beau, tu lui donnes
une niaiserie comme excuse, il part de son côté, puis OK, c'est combien de temps que les gardes de sécurité vont venir te pogner pour dire de t'escorter? Peut-être que l'employé va t'escorter lui-même. Ça dépend vraiment de l'entente que tu as avec le client. Oui, tout à fait, ouais. Puis j'en ai fait quelques-uns d'engagements de cette nature-là où des fois les gardes de sécurité te courent après, fait que ça crée des. C'est pas comme dans les films, mais ça crée des situations qui peuvent être comiques à raconter a posteriori. Tu fais juste changer de bureau puis tu regardes voir s'il est capable de te retrouver. Là. Ouais. Dans ce genre-là. Mais commençons avec en tout cas, essentiellement avec le recon passif, puis on va voir jusqu'où on va glisser après. Là. Ouais, donc le client, en gros, normalement, dans ce genre de scénario-là, on est invité à notre première journée. On agit vraiment comme un employé, tu t'habilles propre, t'as de l'air tout bien beau, c'est bien le fun. Tu joins la gang d'employés dans le bureau à 1 heure, tu offres le café, c'est le fun. En plus, t'as les banques payés bien souvent. Et t'assistes au fameux meeting d'onboarding avec tous les employés. Donc, 1 heure, tu fais tes petites formations éthiques et tu prends des notes sur absolument tout. Tu es l'élève modèle. Le X, c'est que tu prends peut-être pas les mêmes notes qu'un employé modèle qui prendrait. Personnellement, les choses, moi, qui m'intéressent, c'est définitivement énumère-moi toute ta liste de portails que je peux aller chercher l'information annuaire des autres employés. Ça vaut de l'or. Donc, génial, donne-moi ça. En tant que friend teamer, je suis un gros fervent du club social. Je veux participer à tous les événements possibles et futurs et savoir qu'est-ce qui a été fait. Donc, je pose beaucoup de questions. Je veux faire des photos, je veux voir des photos, je veux avoir des infos. L'autre aussi, c'est OK, c'est quoi les matériels qu'on va avoir? On peut-tu demander un S7? On peut-tu demander des accès particuliers? Je peux-tu aller suivre de la formation avec du monde? Partout où est-ce que je vais pouvoir aller fouiner en tant qu'un employé, c'est l'idéal. Parce qu'à ce niveau-là, personne va se dire hey, il pose bien des questions, il doit être malicieux. Non, c'est juste un employé qui connaît rien. Tu joues un peu l'innocent rendu là. T'es nouveau dans la situation, tu viens de changer de branche, je sais pas comment ça marche. Tu veux tout savoir, pose tes questions. Oh oui, t'es vraiment un employé excité là, qui veut faire super bien sa job et qui s'y intéresse de façon très intense. Oh, il faut que tu aies vraiment une grande diligence là-dessus. Là. Tu veux bien paraître. Là. Donc, vraiment, c'est pas tant de l'ingénierie sociale que tu vas faire durant l'onboarding, mais c'est de te créer des connexions. Les gens avec qui tu vas rencontrer aussi, tu veux essayer vraiment d'être friendly, de savoir leur histoire, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils vont travailler. Est-ce qu'il y a un lien qui se crée avec des gens à l'embauche ou est-ce que vous êtes tous nouveaux? Donc, s'il y a quelqu'un à exploiter, c'est triste à dire, mais ça risque d'être eux. T'as un côté friendliness où c'est que tu as passé au même processus d'onboarding en même temps. Vous pouvez vous aider avec les points de repère et ils sont pas habitués au processus interne. Fait que si tu dis que c'est ah oui, on m'a dit que c'était normal, il y a pas le plus de chances que ça passe à un employé que ça fait 10 ans qu'il est dans la place. Donc, ça, c'est très intéressant. Un truc, souvent aussi, quand tu vas te faire ton onboarding, ils vont te donner ton matériel. Puis là, ça va être la batterie de password reset puis d'account setup. C'est de l'information interne qui vaut de l'or parce que il va dire, OK, ton courriel, je sais pas, moi, va être kim.sourdif@exemple.com, mais mon numéro d'employé va être KISOU@exemple.com. Bon, ben, je sais que ça risque d'être pareil sûrement sur tous les employés. Ou ils te disent, OK, on a mis ton mot de passe à Canada 123. OK, parfait. Si le lendemain, j'essaie de, hey, j'ai oublié mon mot de passe, ça n'a pas marché, mon affaire. Je suis vraiment pas bon avec ces affaires-là. Peux-tu me resetter un mot de passe? Ouais. Je te donne Canada 123 encore. Bon, ben, je sais que ça va peut-être être Canada 123 qui va être utilisé partout. S'ils utilisent tout le temps Canada 2022, Canada 2023, Canada exemple, ben, ça va être une information intéressante parce que c'est un pattern de mot de passe que, le service desk donne. Fait que tu peux pogner quelqu'un de temporaire. 2, les employés, des fois, ils se cassent pas la tête, ils vont juste faire coquer. Canada 1, 2, 3, 4.
Puis il finit puis continue leur journée. Là. J'ai jamais vu ça. Non, hein? Personne en Red Team a vu ce scénario-là. C'est classique, là. Donc, je dirais, les premiers 2-3 jours, ça va être juste de ça. Te promener dans la place, d'aller te tenir souvent beaucoup de café. Et ça implique beaucoup de café dans la salle de la cafétéria, voir qui se promène, qui hang out là, qui mange sur place, qui sort. Juste de noter, c'est à quelle heure que la gang d'employés arrive. Parce que souvent, tu vas avoir sur une grosse étage, un département qui arrive plus tôt, un département qui arrive plus tard. Fait que ça te permet de savoir où te tenir quand, à quel moment. Même chose pour le service de nettoyage. Est-ce qu'il passe dans le jour ou c'est juste, tu sais, tu les vois jamais passer. Fait que ça va être souvent de soir. Les tours de sécurité. À quelle heure le matin, le garde, il arrive? OK. Là, la première semaine, ça va peut-être être difficile de voir s'il passe dans le jour. Ça arrive. Mais souvent, ils vont être plus là off hours. Puis ça va venir un peu plus tard dans notre reconnaissance, là, quand on va être bien installé ou est-ce qu'on va pouvoir pousser que je vais peut-être commencer à regarder à faire de l'overtime. Comment, ouais, justement, connaître les habitudes des gens sur ce genre de choses-là et qu'est-ce qu'il y en est, quand c'est les gardes de sécurité, dans le plus gros édifice, savoir s'il y a un principe de check-in à l'entrée, à l'accueil en bas, s'il n'y en a pas. Puis anecdote, parce que ça m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps, je suis rentré dans une place où normalement j'aurais dû faire un check-in à l'entrée, mais comme j'avais l'air de savoir ce que je faisais, j'ai jamais été intercepté à l'entrée. Je l'ai appris à la sortie parce que la personne à la sortie m'a dit ouais, faut que tu fasses un check-out. Je vais comme oups, j'ai pas fait de check-in. Et il m'a regardé, ok, laisse faire, bye. Ça c'est le fun quand ça arrive qu'il t'ouvre la porte comme ça, là. Mais je suis surpris parce que les check-in, la majorité du temps, justement, si t'es confiant, les gens, vont t'ouvrir la porte si t'as les mains pleines. Puis un des trucs que j'avais bien aimé, c'est tout ce qui est réciprocité. Fait que t'ouvres la première porte, les gens vont t'ouvrir la porte barrée, puis personne pose de questions. En tant qu'employé, tu vas être gentil avec tout le monde. Puis fouiller. Tu vas te perdre. Tu as le meilleur contexte ever possible. Tu es un employé qui connaît pas la place. Va te perdre dans des zones restreintes. Fais l'innocent un peu. Si c'est pas barré, ouvre la porte puis dis que tu cherchais quelqu'un pour te renligner à ton bureau. C'est l'idéal. Là. Tu peux vraiment fouiller partout pendant quelques jours. Donc, t'en profites le plus possible. Ah, absolument. Là, puis ça arrive là, que je le fasse, même si je suis pas dans un engagement. Là. Pourquoi pas? Si ils n'ont pas barré à la porte, c'est ouvert. Mais non, à part ça, la première semaine, comme je dis, tu veux pas faire trop de vagues. Tu veux savoir c'est quoi que les gens aiment autour de toi. Tu veux vraiment être quelqu'un que les gens ont tendance à aimer et que t'es leur bonheur du matin à voir. T'sais. Sans nécessairement, ça va être le go-to guy parce que tu veux pas nécessairement trop avoir de spotlight, mais assez pour être capable d'obtenir peut-être des faveurs tranquillement, pas vite, en donnant des coups de main aux gens. Tu ouvres les portes, tu vas rendre service. De toute façon, tu as ta job à faire tranquillement, pas vite que tu peux faire à côté, mais tu es sur les lieux de la place et tu n'as pas nécessairement de projet à livrer. Fait que tu as tout à mettre là-dessus. Tu vas sûrement te faire assigner un cubicule. Une des choses qui est intéressante des fois, c'est d'aller s'asseoir dans d'autres cubicules. C'est le fun d'essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe dans d'autres équipes. Puis si la place est assez grosse, c'est normal d'avoir des gens que tu connais pas assis dans des cubicules vides. Fait que pourquoi pas? Effectivement, ça va être assez pas pire, mais en même temps, c'est là où tu peux te faire griller un peu plus, mais c'est faut être prudent sur ce genre de manœuvre-là parce que j'ai déjà failli faire griller sur un cas comme ça parce que j'avais peut-être mal mesuré le degré de connaissance que les gens ont entre eux. Là. Les fois que c'est arrivé, l'excuse qui m'avait aidé, c'est de me rapprocher de l'imprimante ou de trouver un spot. Je file pas aujourd'hui, la salle de bain est plus proche, je me suis dit que ça allait être correct vu qu'il y avait personne. J'ai plein de documents à faire imprimer, je me suis dit que ça l'aurait pas dérangé, c'est juste à côté. Des fois, ça peut aider, puis peut-être que tu vas peut-être être même chumé avec quelqu'un dans la cafétéria, puis il va accepter, puis il va pouvoir te dire si c'est acceptable. Donc, tu utilises cette carte-là là, au maximum. Là.
Ouais, ben le fait d'être nouveau aussi, là, ça aide beaucoup. Là. C'est une carte qui est très, très facile à utiliser. Puis tu peux plaider facilement que t'es pas tout à fait au fait des us et coutumes et de justement de manœuvrer là-dedans. Là. Puis sinon, le restant de ta journée, je veux dire, à un moment donné, tu vas pas faire 100% de ta job où c'est de fouiller puis de jaser au monde, parce que là, ça va paraître louche. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, comme tout bon employé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Facebook, tu vas aller sur LinkedIn, tu vas aller te promener sur plein de réseaux sociaux, voir qu'est-ce que les gens autour de toi que tu es capable de spotter mettent ces réseaux sociaux. Des fois, c'est super le fun. Ils vont poster des offres d'emploi sur certaines technologies, puis tu es capable de les voir dans les bureaux. Um, des fois, ils vont poster leur passion, puis tu vas même avoir des affiches reliées à leur passion dans la cafétéria. Fait que tu peux envoyer des connexions. Tu peux réussir à monter ton réseau tranquillement, pas vite, sur de quoi que tu vas vouloir jaser. Qu'est-ce qui pourrait pogner dans une campagne de phishing futur? Toujours penser, ça va être quoi mon futur step? Ouais, là c'est à la frontière du actif, mais faut que ton profil LinkedIn ou Facebook soit déjà pré-peuplé parce que t'arrives, tu as juste deux connexions. Ça sent pas super bon généralement. Là. Surtout sur LinkedIn, Facebook, ça passe un peu plus. Là. Ben, LinkedIn, tu es capable de monter des personas pré-engagement sans nécessairement être toi qui va les checker. Un moment donné, en tant que red teamer, tu viens qu'avoir une batterie de personas de faux accounts. Ça devient de plus en plus dur, par contre, de s'en créer avec les mesures qu'ils mettent. Mais de nos jours, avec l'intelligence artificielle, en plus, se créer des fausses vidéos de personnes, se créer des fausses images, pour ça, Midjourney est trippant, là. Je veux dire. Oui, vive le AI, là, mais je suis d'une époque où ça existait littéralement pas, fait que c'est un peu plus tough de monter des profils. Là. Ah non, rendu de nos jours, c'est assez puissant qu'est-ce que tu es capable de faire, puis c'est quand même dur de les spotter s'ils sont bien faits, là. Donc, tu vas faire ta reconnaissance à partir de comptes qui te relient aucunement. Même Facebook, je te dirais Instagram, tu essaies d'éviter le plus possible à avoir une association sur toi. Si tu as une association, il faut que tu sois prête à la mettre dans ton jeu présentement puis que ça soit legit. Donc, je me suis, avec mon compte, ma persona du moment que j'utilise comme employé compromis, si je connecte avec un employé, c'est que j'y ai parlé puis qu'on a eu une bonne connexion. Pas juste un « Ah, bonjour, ça va ». Non, non, il y a eu un intérêt, un échange, donc c'est légitime pour moi de le rajouter sur LinkedIn puis de pouvoir d'aller checker son profil. Je veux me renseigner sur lui. Mais un directeur que j'ai jamais parlé dans la place ou une équipe qui est à côté que j'ai vu passer ou que j'ai spoté les noms, j'irai pas la rajouter avec mon compte personnel parce que là, pourquoi tu viens me rajouter? On s'est jamais parlé. T'sais. Je pense pas qu'il irait flaguer ou lever des suspicions là-dessus. Le monde a tendance à rajouter n'importe qui sur LinkedIn. Par contre, ça peut être un effet d'ajout puis d'accumulation qui, à un moment donné, va faire en sorte que tu vas être un peu plus louche. Ouais, LinkedIn, moi, je suis du type à avoir un peu too much, accepter un peu trop facilement les gens qui veulent se brancher, là, effectivement. Mais l'inverse, c'est tout à fait vrai dans Facebook où je tolère à peu près presque rien. Là. Fait que c'est ça, c'est de faire attention de ce que tu vas rajouter, mais le but à cette étape-là, de toute façon, c'est de connaître ton environnement au niveau personnel et réseau. T'sais, tu peux aller fouiller dans des drives. On s'entend que s'ils te donnent des accès, fouille. Tu es curieux, pourquoi pas. De toute façon, c'est quoi que le pire qui va arriver? La sécurité va dire « Hey, pourquoi tu fouilles là? » Ben, je savais pas c'était quoi. Je voulais savoir. Ouais, puis tu commences dans une job, puis tu vas accumuler le plus d'informations pour t'aider à faire ton Ouais. supposé vrai travail. Exact, je voulais avoir des supports, je voulais voir qu'est-ce qui était disponible. Puis, non, c'est correct, ouais, merci, puis... je vais pas aller là. Ouais, puis de toute façon, si t'es pas supposé avoir accès, tu serais pas supposé y avoir accès. Là, ça aussi. Mais tu sais, par expérience, je connais pas une place qu'il y a un dépôt documentaire bien organisé. Généralement, c'est le fouillis. Tu as des répertoires réseau, des jets, des G, peu importe les systèmes qui sont en place. Puis c'est généralement le CAF. Ouais, puis avec un peu de chance, comme dans n'importe quel pentest, tu vas peut-être tomber avec des mots de passe d'un de tes collègues quelque part qui a mis ça dans un fichier partagé. Et puis, tu sais, c'est déjà là comme yes, je vais pouvoir semer le trouble avec un autre nom que le mien. T'sais.
Fait que là-dessus, Ouais, ça, les mots de passe, ça c'est un beau sujet là, en soi, là, mais oui, effectivement, en entreprise, ça n'a juste aucun sens comme les gens sont négligents là, sur ce genre de choses-là, mais juste ça, là, ça, c'est. Puis quand en réalité, si tu tombes là-dessus, là, c'est tellement un trésor, puis ça t'amène tellement plus loin, là. Un username password, surtout à l'interne. À l'externe, souvent, on va barrer ça avec du 2FA de partout. Il y a une plus grande conscience qui est faite sur le périmètre externe. Mais une fois que tu as des identifiants qui sont valides sur le périmètre interne, c'est très rare que tu rencontres du 2FA sur des shells ou de la connexion RDP. Personnellement, je pense pas en avoir déjà vu en entreprise, peut-être une entreprise que je me souviens qui avait du 2FA là-dessus. Donc, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir faire des actions actives. Puis si tu te fais brûler, c'est pas toi qui es dans le trouble. C'est l'autre compte qui risque de se faire reset. C'est important que ta cellule blanche, la personne qui te chapeaute, soit au courant, question qu'il ne vire pas l'autre employé. Là. Mais ça donne une beaucoup plus grande latitude sur les actions que tu vas pouvoir entreprendre à partir de ce moment-là. On s'entend, quand on va tomber un peu plus dans le côté actif, si je décide de faire une campagne de phishing à partir de l'interne, je vais jamais vouloir utiliser mon compte. Tu te brûles automatique. À moins que tu étires vraiment la string puis tu dis mon compte a été piraté. Ouais, mais tu vas te faire quand même taper ses doigts puis ça peut te causer problème. Ouais, tu vas blower ton cover ta couverture assez rapidement. Puis ça, c'est anecdote, mais c'est dans un contexte légitime. Ceci, j'avais été embauché sur un mandat, puis le directeur en question m'avait demandé de monter un serveur GoFish expressément, tout ça. Puis j'avais passé les chemins légitimes, tout ça. Et quand la campagne est partie, le backlash que ça a eu, c'était assez incroyable. Mais j'étais légitimé, là, je faisais pas une affaire comme ça, là, mais c'est un peu underground parce que c'était connu par personne que ça allait faire ça. Fait que le danger de se faire apprendre après ça, j'en ai eu pour des mois à devoir je vais faire page blanche parce que il me faisait plus confiance. Non, t'as le spotlight, t'as la loupe, t'as tout le monde qui te regarde rendu là. Tu viens de te compliquer la vie. Tandis que si tu utilises quelqu'un d'autre, c'est lui qui va se débrouiller avec ça, puis ils comprendront pas. T'sais. Après ça, tu as aussi le côté physique des lieux. Où est-ce que tu peux te brancher? On s'entend de spotter les imprimantes, des fois, ça peut être très intéressant pour plus tard dans un mandat. Pareil, les salles de conférence. Le nombre de fois que j'ai vu des salles de conférence où c'est que tu tassais des petites plaquettes, des noms des conférences, tu avais le code de la porte derrière. Ou des fois décrit sur le bord du mur, des cartes de porte. Donc, d'essayer de passer puis d'avoir un œil sur ce genre de pièces-là. Souvent, si tu es capable de rentrer avec le code, tu allumes la lumière, tu refermes la porte, tu sais que tu as la pêche, tu attends que la salle va être bookée, ou tu peux toi-même te booker des meetings à toi-même pour aller être dans une salle. Donc, c'est très pratique pour avoir la paix si ils ont un accès réseau plus tard. Là. Les points d'entrée Wi-Fi, est-ce que c'est protégé par du NAC? Peux-tu mettre n'importe quoi sur le réseau? T'sais? Branche ton cellulaire, vois ce que ça fait. Est-ce qu'il y a des portails? Vraiment, tu obtiens le plus d'informations pour préparer nos attaques plus tard. Un peu comme un pentest, mais où est-ce que tu vas te prendre ta semaine, 2 semaines pour faire ce genre d'action-là? Là. Oui, absolument. Puis c'est justement pour aller plus loin, justement vérifier la capacité que tu non surveillé. Puis surtout que ces actions-là sont pas très surveillées par personne, que quelqu'un branche son cellulaire par hasard sur un point ou branche des affaires comme ça. Et c'est probablement les choses les plus simples de dire non, mais je savais pas qu'on n'avait pas le droit de brancher notre cellulaire personnel sur machin. Puis, de toute façon, avant qu'il te retrouve son cellulaire personnel, à moins que tu aies vraiment un nom distinctif sur ton cellulaire. J'ai jamais vu de la place qui sont énervés, là. Qui lit vraiment toutes les règles de sécurité de toute façon quand il se fait onboarder par la majorité du temps tu vas pogner des employés qui ils signent en bas de la page puis next. Là. Fait qu'ils savent que les gens lisent pas nécessairement. Après, ce qui est intéressant, c'est essayer de jouer avec tes clés. On s'entend que tu vas sûrement avoir une petite carte d'accès dans le coup. Savoir c'est quoi ta carte d'accès. Une des premières choses
que je m'amuse à faire avec ces cartes d'accès-là. C'est d'essayer de flipper 2-3 numéros à la fin de la carte. Fait que j'enclose 2-3 juste pour voir s'ils vont fonctionner. Pourquoi? C'est que si je descends dans l'ordre puis ils fonctionnent pareil, je sais que c'est l'employé qui est rentré juste avant moi sûrement, puis ils sont tous en ordre séquentiel. Fait que là, je vais pouvoir m'amuser tranquillement à descendre, à descendre, à descendre, à descendre, peut-être juste temps de pogner les codes de l'installateur justement qui ont débarré ou quelque chose de similaire. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est très le fun. Parce que là, c'est de chercher à qui t'as la carte d'accès et où est-ce que tu es capable d'avoir accès. Donc, ça peut être intéressant des fois tomber sur des petites gold nuggets de même qui coûtent pas cher, puis c'est très rare qu'ils vont monitorer les logs de porte. S'ils monitorent, ils checkent pas nécessairement, à moins que tu te mettes à faire du gros brute force sur les chiffres. Puis là, t'entends des bips à toutes les 2 secondes, puis eux autres ont des logs à pu finir. C'est très rare qu'ils checkent ça. Ouais, j'ai pas vu de place qui était vraiment actif sur ce genre de choses-là. Puis l'effet collatéral, puis c'est intéressant, c'est parce que les lecteurs de cartes sont genre très sensibles et ils sont capables de voir les gens se promener autour, mais les gens ne regardent jamais ces logs-là. Puis j'ai eu des cas de débogage parce que j'avais pas des problèmes réels. Puis on m'a sorti des espèces de choses qui lisaient toutes les autres cartes que j'avais sur mon trousseau, ces affaires-là aussi en même temps. Fait que ces secteurs-là sont quand même très intéressants, mais énormément sous-utilisés pour le défensif. Là. Ouais, avec les attaques de temps puis tout, des fois, ça pourrait être intéressant, surtout à cette heure avec tout ce qui est les risk identification. Euh, ça pourrait être de quoi d'intéressant à voir où t'as un employé qui travaille pas puis il se met à badger. Ça devrait lever des flags, mais on n'est pas encore rendu là nécessairement au niveau des détections. Les grosses places, oui, mais pas les entreprises classiques. Là. Moi, les endroits où, tu sais, s'ils ont des secrets militaires, tu sais, genre CAE, ou tu sais, ce genre de très grosses places-là, où ils sont habitués et où ils sont familiers à travailler dans des contextes de très haute sécurité. Là, mais moindrement qu'on n'est pas dans un contexte de très haute sécurité, les gens se battent pas avec ça. Plus que si ta carte elle marche, puis même si ils vérifient des fois même pas si plusieurs personnes peuvent rentrer en même temps. Là. Définitif. Donc, disons qu'après une semaine, OK, si on récapitule un peu qu'est-ce qu'on a réussi à trouver. C'est un employé, les gens arrivent normalement aux alentours de 9, quittent aux alentours de 5, c'est chill. Les gardes de sécurité viennent luncher dans le cafétéria, ce qui peut être très pratique. C'est un scanner, puis tu es capable de voler leur carte à distance. Who knows? On met ça dans notre tête en arrière pour continuer. La majorité des employés sont friendly. Tu vois que des gens restent après 5 heures pareil, des fois 6, 7. T'sais, à ce qu'ils disent en tout cas, faire de l'overtime là-bas puis de rester dans les bureaux après les heures, personne dit quoi que ce soit. Fait que tu restes, t'attends que ta job soit finie, personne te dit rien. Ça peut être cool d'aller faire une petite surveillance le soir. On l'a pas encore fait, mais tu sais que si tu restes un peu plus tard, tu te feras pas poser de questions. Fait que ça pourrait venir dans la deuxième semaine. On s'entend qu'un nouveau employé qui fait de l'overtime la première semaine peut être un peu weird, mais après 2-3 semaines de job, ça peut être acceptable. Tu sais que plein de gens aiment les animaux, qu'il y a des groupes qui vont faire des marches sur l'heure du lunch. Parfait. Tu vas pouvoir soit aller marcher avec eux autres pour connecter ou soit utiliser le fait que ce groupe-là est parti pour aller fouiller dans leur stock. C'est des choses récurrentes. Les TI ont une salle barrée de leur côté. Personne rentre là. De temps en temps, tu vois 2-3 personnes qui sont capables avec leur laptop d'aller fouiner à l'intérieur. C'est chill. Mais c'est un TI qui est fait rentrer. Fait qu'il n'y a pas de chance que tu rentres puis que tu te perdes là-bas. Il faut que tu sois accompagné, c'est barré par une carte, à moins que tu aies la clé, ou que tu ailles gosser sa porte. C'est le genre de choses qui pourraient être intéressantes à checker justement dans la nuit. Fait qu'encore là, tu te mets ça en arrière-plan. T'as peut-être trouvé des identifiants sur le réseau. Mais tu sais pas s'ils sont utiles, tu sais pas s'ils sont actifs. T'as pas voulu essayer puis te faire flaguer sur ton poste de toute façon. T'es capable de brancher des choses, des appareils sur le réseau. Fait que ça l'ouvre la porte pour mettre des appareils clandestins. Donc, on a un bon plan d'action à ce niveau-là qui pourrait être mis. Et tu as accès à toute la liste des employés du GAL dans Outlook. Tu as pu voir une couple de profils. Donc,
Moi, personnellement, à ce niveau-là, j'essaierais certainement de faire une campagne de phishing pour essayer de voir qu'est-ce que je suis capable d'obtenir comme threads. Ou, pour sûr, encore plus, Password Spray. Je me souviens, à l'onboarding, on disait que Canada, quelques chiffres, est très, très populaire. T'appelles le service desk, ils te resettent même chose. Définitivement, je me mets à spray ça sur l'externe. Donc là, on va falloir faire attention. Tu fais pas juste mettre ton adresse IP, go, on lance ça, puis YOLO. Il y a des beaux outils à cette heure qui utilisent de la rotation d'IP avec AWS, comme Fireprox, Crudmaster. Vraiment génial. La majorité à date, je trouve qu'ils ont de la misère à le détecter. C'est sûr et certain que si tu lances ton spray sur toute ta liste des employés avec Canada 1, 2, 3, tu lances ça à faire 3 tentatives, puis tu te mets à locker toutes les counts. C'est peut-être pas la meilleure chose. Souvent, ça va être du soft lock, une chance. Mais le but, c'est pas d'obtenir des accès à l'externe. Le but, c'est de voir qu'est-ce qui est valide. Parce que un compte courriel que tu vas être capable de pogner souvent à l'externe va être protégé maintenant de deuxième facteur. Cool. Mais il a quand même passé au niveau de deuxième facteur. Ça veut dire que tu as des chances que si tu réutilises le même mot de passe à l'interne, que ça soit sync, puis que tu sois capable d'utiliser dans d'autres contextes. Si ton spray te donne des creds, on va essayer de lancer une campagne interne de phishing. Le pourquoi de ça, c'est si tu lances externe avec un compte fictif, avec du spoofing, quoi que ce soit. Tu vas avoir des bannières, tu vas être protégé par plein de spam filtering. Mais si tu viens de l'interne d'un compte que tu as réussi à compromettre, puis que tu utilises ce compte-là pour envoyer plein de courriels, ou plus du spear phishing, parce que tu veux pas envoyer toute la gang, ben, tu vas te pogner un petit département, que ce soit un admin, quelque chose comme ça. Puis tu vas juste cibler quelques personnes. Le temps que cette personne-là se fasse burn, tu vas peut-être réussir à avoir des identifiants secondaires. Tu as de l'intelligence à l'interne. Tu connais les portails à quoi qu'ils ressemblent. Prends le temps de les cloner. Peut-être que quelqu'un va réussir à aller sur ton faux site puis rentrer tes identifiants un peu à la Evil Genix. Ça va te donner des creds assez supplémentaires. On s'entend en plus que quand tu fais des tests à l'interne, on dirait que les entreprises ont tendance à dire c'est pas grave les certificats, tout HTTP, on s'en balance. Donc c'est encore plus facile d'obtenir tes identifiants une fois que tu es là. Par contre, il faut que tu sois conscient que c'est un set d'identifiants que tu brûles. Il y a peu de chances que tu puisses le réutiliser pour d'autres choses. Fait que tu l'utilises pour avoir le maximum de stock et tu t'en débarrasses par la suite. Ça peut aussi être pour des fois juste des demandes d'accès. Essayer de voir si tu es capable de te setter dans un projet. Dire j'aurais vraiment besoin de telle personne travailler dans le projet ou si tu joues ton ingénierie sociale adéquatement, tu es peut-être capable d'élever tes privilèges juste par ton utilité dans la place. Par contre, il faut que tu sois sûr certain que tu aies la connaissance adéquate pour supporter tes dires. Si tu te vends comme architecte puis tu n'es pas capable de vendre une solution, les gens t'aimeront peut-être plus nécessairement. T'sais. Mais des fois, juste advice, puis au pire des cas, tu dis finalement, c'est peut-être pas pour moi. Je vais en parler à mon patron, il va essayer de voir s'il peut faire de quoi. T'sais. Puis finalement, du ghosting en entreprise, on s'entend que c'est classique aussi. Là, que les gens te reviennent. dans le monde réel, oui, effectivement. Ça arrive des fois qu'on se fait justement ghoster. J'aime bien ça, ce double usage du mot. Puis avec un peu de chance, de toute façon, dans 2 mois, tu auras fini ton engagement, tu vas être parti de la place, puis ils chercheront un nouveau support pour leur projet. Mais à ce niveau-là, je te dirais, on va partir sur le phishing pour avoir d'identifiants. Le but, c'est d'avoir des identifiants. L'autre truc, vu que tu peux brancher les appareils sur le réseau, si tu t'es pas fait accoster, dire qu'est-ce que tu branches là, ça serait peut-être juste de faire une petite écoute passive. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau? Wi-Fi, il baisse à ce niveau-là.
brancher de quoi de filaire, tu as plus de chances de rencontrer de la sécurité sur le broadcast. Mais la majorité du temps, si tu vois une entreprise que tout leur appareil, bring your own device, se branche sur le Wi-Fi, tu peux pas mal être confiant que si tu appelles ta petite machine Xerox ou HP Jetlet pour te faire passer pour l'imprimante du coin, il y a peu de chances qu'ils viennent t'embêter sur t'as mis un appareil. Puis au pire des cas, tu vas y voir se promener dans la place à chercher un appareil, débranche-les donc. Ouais, pour les places plus sophistiquées, justement, qui surveillent ce qui se branche, mais ça, je n'ai pas vu tant que ça des choses comme ça. Là. C'est rare. C'est rare. J'ai entendu une fois que les gens se sont mis vraiment à chercher. Puis souvent, c'est parce qu'il y a eu un bypass de NAC. Fait que tu as fait déjà quelque chose d'actif pour être en mesure de passer ça, puis ils ont vu du trafic qui fitait pas avec le port en tant que tel. Mais on s'entend que rendu là, c'est plus actif. Puis je pense qu'au stade où est-ce qu'on est, c'est là que tu vas tomber encore plus actif, où tu vas aller faire ta recon de soir. Parce que là, tu es sur le point de... Tu as épuisé ton phishing, tu as fait ton password spray. L'autre niveau, ça serait d'aller un peu plus loin, où est-ce que tu vas aller essayer de targeter les TI ou le département qui a de l'info. Donc, il te faut des implants, c'est possible. Il te faut leur identifiant si tu n'as pas été capable de les avoir avant. Parce qu'on s'entend, si l'admin te donne son mot de passe en phishing, ben écoute, tu as déjà obtenu un peu ton objectif. Tu as peut-être exfiltré ta donnée, t'arrêtes ça là. Mais tu vas pas dire OK, l'engagement est fini, j'en ai eu un. Non, prochain scénario. Alors, tu veux donner le plus de valeur possible à cet engagement-là, fait que tu vas brûler tes creds de ce côté-là, puis comment je peux obtenir encore d'autres identifiants. Dans le jour, c'est très rare que tu vas te promener. Un truc qui est le fun, souvent quand les gens sortent puis qu'ils sont plus là, c'est dans un gros building, en tout cas, je remarque, c'est les salles de bain. Ils ont souvent une porte vraiment shady qui traîne dans une toilette ou dans le fond, là, qui est pas reliée à la toilette puis qui est pour la maintenance. Puis quand tu ouvres ça, tu as deux trucs. Des tuyaux puis un paquet de câbles. Puis des fois, tu as même des boîtes de service. Le nombre de fois que j'ai vu des bâtiments hyper sécurisés et qu'au final, tu ouvrais la porte dans la salle de bain avec un petit traveler hook, parce que qui va aller crocheter une porte dans la salle de bain, surtout qu'elle est fermée dans un petit store, puis que tu as un gros panneau plein de switch tout identifié avec les noms de compagnie, t'es comme, bordel, tu sais. Qu'est-ce qui arrive si je me branche là-dedans? On s'entend que les techs vont peut-être chercher longtemps avant de te trouver dans la toilette. Et là, voilà, c'est effectivement une très bonne cachette parce que c'est les éléments inattendus ou les faux plafonds ou des choses où il y a plein de fils qui circulent, puis des fois, il y a de l'équipement qui est caché dans ces éléments-là. Là. Les faux plafonds, par contre, c'est difficile d'aller fouiller là sans voir de la louche. C'est la seule chose, c'est qu'il faut que tu aies le contexte pour aller fouiller dans les faux plafonds. Je vais aimer mieux faker peut-être un paper jam puis d'aller fouiller derrière une imprimante puis me mettre un tap là qu'à d'aller essayer de mettre un tap dans un faux plafond. Ouais, ben, je parlais dans un contexte où tu n'es pas dans les locaux même, des locaux périphériques qui, souvent, dans ces édifices-là, pour des raccourcis étranges d'ailleurs, vont passer les fils dans les endroits communs. Donc, ça, mais encore là, tu ne peux pas blower ta couverture d'employé. Là, c'est commence à jouer dans les plafonds des endroits communs, c'est peut-être plus bizarre. Les toilettes peuvent être un endroit où, justement, tu as le temps de te cacher, surtout en dehors des heures. Définitivement. Donc, c'est ça, tu essaies de regarder ça, puis là, tu fais ta ronde de soir. Disons qu'on est rendu là, on fait notre ronde de soir, les employés quittent tranquillement, tu as de l'air du zélé qui travaille tard, bon employé. Tu vas voir le staff de conciergerie qui passe. Si t'es capable de faire 2-3 soirs puis t'es sympathique avec eux autres, offre-leur même des aider 2-3 fois, récoltant les poubelles des 2-3 cubicules autour de toi. Ils vont t'aimer. De porter attention aux gens qui font la maintenance puis qui n'ont pas l'habitude que les gens leur
donne la réciprocité, va être très utile parce que dès que tu es amical, ils ne te posent plus de questions puis ils ne te bloqueront plus nécessairement. Déjà que le nombre de fois que le cleaning staff, tu es capable de piggyback sur eux autres pour rentrer quelque part puis qu'ils ne posent pas de questions, si tu as été sympathique, ils vont encore moins t'en poser. Parce que des fois, ils vont dire, ah, tu sais, t'es pas supposé normalement être là ou tu sais, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, ben c'est ça, ils vont déjà t'avoir vu dans les locaux normalement, puis tu fais juste comme passer rapidement quand ils ouvrent une porte ou comme tu dis piggyback, puis ainsi de suite. Là. Ouais, je venais juste chercher de quoi, j'ai oublié de quoi tantôt, puis c'est correct. Ils savent pas qu'est-ce que tu fais là. Fait que t'étais peut-être là dans la journée, mais s'ils t'aiment, ben c'est juste un point de plus pour toi. Et eux, ils vont avoir accès aux salles plus fermées souvent, comme salle TI. Peut-être pas salle des serveurs, par contre. Ça arrive des fois que la salle des serveurs est très dusty parce que ben c'est sécurisé. Mais s'ils ont accès à la salle des serveurs, ça pourrait être intéressant. Pas à la salle des serveurs, mais à la salle TI. Ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Après, tu as les gardes de sécurité. On s'entend que ils ont leur ronde à faire. Fait qu'ils vont passer à toutes les 2 heures, à toutes les heures, à toutes les 3, 4. T'essaies de voir quand est-ce qu'ils vont passer. C'est quoi leur gap. C'est très rare qu'ils vont mettre du jitter là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ils vont pas une fois passer à toutes les heures, puis hop, après ça, ça va prendre 3 heures. Hop, on va retomber à 2. Bien souvent, il y a la cloque qui sonne, bon, je suis dû pour ma ronde. Il va partir, il va faire sa round, il va revenir à son spot. Il va attendre son laps. Il va repartir, il va faire sa round, il va revenir à son spot. Des fois, ils sont 2 qui vont partir à des places différentes. Mais c'est ce genre d'élément-là que tu veux essayer de noter pendant un petit bout, juste pour savoir quand je vais essayer de faire une tentative de mettre des leurres ou mettre ça peut être des key crocs, n'importe quoi qui va faire de l'interception ou que je vais essayer d'accéder à la salle des TI. C'est quoi ta fenêtre d'accès à ce niveau-là puis tes options. On s'entend en plus, si tu aides le staff, le cleaning staff, comme tu dis, tu peux peut-être même réussir à cloner sa carte, puis d'avoir une carte qui est presque passe-partout dans le building. Ouais, c'était l'autre point que j'allais soulever. Si tu es bien friendly avec le staff du ménage, ben, il est probable que tu sois capable de te mettre suffisamment proche d'eux pour réussir à cloner leur carte d'accès, qui est probablement un endroit soit attaché après le carte qui pousse ou de façon à ce que ça n'a pas l'air louche que tu t'es allé dans une zone qui permet justement le clonage des cartes, puis des cartes super puissantes en plus. Vraiment. Puis ça fait moins louche à approcher le cleaning staff que le garde de sécurité. Oui. Pourtant, les deux sont très aimables, mais je sais pas pourquoi on dirait que le garde de sécurité, il y a une stature que tu veux peut-être moins aller gosser avec. Juste dans notre tête, je pense, au niveau de stress. Ingénierie sociale avec un concierge, beaucoup moins stressant qu'aller jaser directement avec la personne qui pourrait te brûler dans ton engagement. T'sais. Qui ont souvent même des formations pour détecter ce genre de petits supercheries-là ou d'ingénierie sociale. Pas toutes. C'est souvent dans notre tête, mais il y en a que oui, dans des places un peu plus touchées. Donc, je te dirais après 3 semaines, un des trucs qu'on peut faire de soir, c'est justement, comme je disais, essayer de mettre des appareils d'interception entre les ordinateurs et leur jack pour essayer d'obtenir de leur creds. Si tu as des collègues qui ont laissé leur laptop allumé, ben tu plugues une clé USB dedans avec un short jack, quelque chose, un rubber ducky, go. On essaie de désinfecter au max. Tu vas peut-être t'avoir mis ton propre petit C2 quelque part sur une probe qui va pas utiliser nécessairement le réseau de l'entreprise pour exfiltrer, qui va marcher au niveau GSM. Tu iras pas flaguer la Blue Team, mais ça va te permettre d'avoir un peu de persistance, un peu plus de mouvement à l'intérieur. Le but, tu te promènes, tu essaies d'infecter le plus de devices possible. Un truc qui marche bien souvent, c'est de te placer derrière les imprimantes. Souvent, les imprimantes, c'est des trucs authentifiés. Il y a plein de threads qui passent là, plein de hashes qui vont passer. Puis bien souvent, les imprimantes, c'est un calvaire. Même au niveau du NAC, de setter ça, fait qu'il n'y a plus de NAC rendu là. C'est un gros go-to. Ça, les téléphones aussi, ça l'arrive.
qui sont branchés sur le réseau, surtout avec le Voice over IP. Des fois, c'est intéressant si la ségrégation n'est pas bien faite. Ouais, puis en même temps, si t'écoutes, parce que généralement, c'est un fil unique, là, souvent, ce qui arrive, fait que oui, ils vont séparer, mais là, ce qui passe dans le fil, c'est l'ensemble de communication du poste et du téléphone dans la même chose. Fait que si t'es capable de te placer là, physiquement entre ça et la prise de réseau, tu as la capacité de tout voir. Là. On s'entend que Castor, c'est tellement petit, les appareils, puis qui va vraiment aller en 4 pattes en dessous de son bureau voir est-ce que quelqu'un a branché de quoi. On s'entend que les fois que tu vas là, c'est parce que tu as échappé peut-être un crayon, puis encore là, tu regardes pas les fils qui sont branchés ou les mini clés USB qui sont de 3-4 cm derrière ton ordi portable. Puis si t'en vois une, tu vas peut-être même penser, elle a toujours été là. C'est arrivé. Oui, oui. Tu confirmes. Mais bon, là, disons qu'on va brancher ça. On a fait notre soirée, on a tout mis des appareils. Ça va être intéressant en Red Team de voir, dans la première semaine, est-ce qu'il y en a qui se font brûler. Tu veux pas te tenir proche d'eux autres. Tu as été une fois, il faut que tu sois prête à ce que quelqu'un les pogne et les jette. C'est correct, c'est du matériel couvert. Tu veux pas faire le classique de le voleur retourne toujours sur les lieux. Voir est-ce qu'il est correct. Hey, j'ai plus la connexion, est-ce qu'il est correct? Pourquoi? Non. Oublie-les, skipping back, c'est cool, skipping plus back, assume que quelqu'un l'a fait flaguer, puis attends le rapport de ton client, voir qu'est-ce qui a été détecté, puis comment qu'eux autres ont réagi de leur bord. Mais sur ça, Textfil, tu as le plus de données possible que tu es capable au niveau du data. Tu te pognes des creds encore. Les creds, c'est la vie. Sans creds, tu peux rien faire. Mais ce que ça va nous donner surtout, c'est de relayer du trafic, de rejouer certains événements pour essayer de voir comment que la sécurité va réagir. Avec plusieurs machines infectées, un truc qui peut être le fun, c'est tu vas créer une fausse attaque quelque part pour justement faire une vraie attaque d'un autre côté. Donc, disons que tu sais que l'admin va se connecter sur ta machine. Puis tu as réussi à t'infecter. Mais tu veux qu'il soit sur le rush, tu veux qu'il quitte, parce que tu veux pas trop qu'il fouille ou whatsoever. Ben, tu vas pouvoir aller trigger quelque chose de l'autre côté. Rien de peut-être trop gros pour dire qu'ils vont aller fouiller on-site, mais peut-être assez pour dire que le compte est compromis. Fait qu'ils vont aller avoir son intention. Ça marche bien pour les petites équipes. Pour des grosses équipes où est-ce que c'est du manage service, ça va peut-être moins bien marcher parce que là, normalement, ils ont le staffing. Ça va peut-être plus dans notre scénario 2 qu'on va exploiter ce côté-là. Quoi d'autre? Donc, oui, t'interceptes. Un des choses qui est le fun, c'est le fameux call, surtout si ta machine n'a pas de j'ai juste Blue Keep dans la tête, mais ce n'est pas ça. BitLocker. Si ta machine n'est pas BitLocker, il y a un outil qu'on aime vraiment bien qui permet facilement d'élever tes privilèges à admin local. Une des grosses importances d'avoir BitLocker sur son poste, c'est principalement ça. Et si tu es admin locker, ce qui est le fun, c'est que tu peux pas mal faire tout ce que tu veux. Donc, installer un keylogger puis te faire un call au service desk, dire il n'y a plus rien qui marche parce que tu as délité, je sais pas, au moins un DLL whatsoever, tu veux juste qu'il se log. Ou juste le shift control avec les flèches pour flipper ton écran. Là. C'est très le fun d'avoir un texte remote puis comprendre pourquoi ton écran est flippé, mais il t'a déjà donné des creds, puis là, il essaie de me rentrer en mode administrateur des fois pour changer les configs. Le but vraiment, c'est d'y faire aller dans un prompt administrateur. Et un truc intéressant aussi, c'est de t'infecter toi-même avec un malware. Pourquoi? Parce que tu es en contrôle des IOC qui donnent. Et si tu es capable d'avoir infecté d'autres machines, puis tu es capable de t'infecter, il y a des fonctionnalités où est-ce que tu peux pop une demande d'accès. Fait que si de ton bord avec un autre appareil, tu es capable de voir que l'admin est en train d'ouvrir un shell.
pas besoin de demande d'accès random. Surtout s'il est sur le bord de, tu sais, ils viennent de rentrer, là. Pas besoin. Puis spam-le. Le même principe que l'attaque sur les SMS. Si tu spams l'admin qui a besoin d'avoir d'authentifiant admin pendant que lui travaille sur sa machine, sont tellement habitués de rentrer leur creds admin pour tout et rien quand ils travaillent que c'est normal de leur côté. Surtout s'ils passent 2-3 minutes à chercher ton problème, puis il n'y en a pas, et soudainement, ça se met à popper, ben c'est qu'il a fait de quoi, techniquement, qui les requiert. Et là, tu viens d'obtenir des fameux creds admin pour pouvoir continuer la suite des choses. Des fois, tu vas simplement aussi arriver à une place où tu vas vouloir avoir un failure sur ton laptop. Le pourquoi, comme j'ai dit tantôt, la place est fermée. Des fois, tu veux aller snooper un peu plus loin. Disons que on a fait tout ce qui était possible au niveau de l'interception sur place. Là, il faut aller un peu plus loin, il faut aller fouiner un peu. Pourquoi qu'un admin t'emmènerait dans leur bureau? Les seules fois souvent que j'ai vu ça, autre que pour jaser parce que t'es vraiment chummy, c'est que tu as un appareil. Il part avec l'appareil, puis souvent, si tu le suis, il pose plus de questions. Parce que c'est ton appareil. Puis au PDK, tu dis, je pensais que tu allais m'en redonner un. Fait que je te suivais. C'est logique. Puis là, tu peux te mettre à zioter qu'est-ce qu'il y a autour. Le nombre de fois qu'il y a des post-it, puis il y a des notepads avec des mots de passe, ou tu vois est-ce qu'ils barrent leur porte? Non. Tu vas peut-être même voir des registres complets d'employés avec leur numéro de carte parce qu'ils programment à la main. Des laptops débarrés avec des procédures que normalement t'es pas supposé d'avoir accès, des portails que t'es pas supposé d'avoir accès. Ça vaut une petite mine d'or, juste ça en soi. C'est risqué. C'est vraiment dans un contexte où t'as fait ton interception, t'as pas de creds intéressant avec tout ce que t'as fait jusqu'à présent, ou t'es obtenu puis t'es rendu à un vecteur qui est un petit peu plus avancé. Parce que là, n'importe qui peut te dire, hey, toi, va-t'en d'ici, t'as pas d'affaires. Effectivement, tu commences à sortir de la zone normale. Là. Ouais. Encore là, c'est souvent du gut feeling aussi, hein. Qu'est-ce qui est normal? Si tu vois que ça arrive, en effet, que c'est du matériel ou qu'il y a des formulaires qui te permettent d'aller fouiller là, tu vas y remplir juste pour avoir les yeux. T'essaies de pas t'introduire à des places si t'as pas de savoir sur qu'est-ce que tu vas avoir de l'autre côté de la porte. Tu sais, si t'as tout le temps de la lumière dans une salle, puis tu sais pas si le service admin est 24 heures sur 24, j'irai pas essayer avec un Traveler Hook d'ouvrir la porte parce que si je me retrouve devant quelqu'un qui est là parce qu'il est en duty de nuit, t'as de l'air. Justement, t'as ton lock dans les mains, tu fais comme oups, salut. Ah ouais, non, c'est un burn immédiat. Fait que c'est touché, tu sais, si tu vois qu'il y a vraiment pas de lumière puis c'est tes comptes puis qu'ils sortent tout de la porte, tu sais que c'est vide, ok. Mais encore là, tu vas-tu rentrer dans une salle qui derrière a un système d'alarme NOA? Fait que t'essayes d'avoir le plus d'éléments possible. On s'entend que plus que ta red team va passer dans le temps, plus que tu vas avoir de pression de failure. Parce que tous tes indicateurs commencent à s'accumuler. On s'entend que rendu là, la compagnie a eu du phishing à l'interne. Il y a eu un employé qui a déjà été burn. Il y a plein de gadgets qui traînent partout, qui a peut-être été pogné par le staff qui se demande c'est quoi. On pousse notre lock rendu là. Avec un peu de chance, ton scope est pas mal plus slim, puis le client t'aura pas donné toutes ces options-là à tester. Là, je vais vraiment dans un cas de scénario où c'est que on fait tout, on fait n'importe quoi, puis on espère que ça fonctionne. Si tu vois que ils laissent traîner leur stock, un bureau TI de nuit sans surveillance, là, bien souvent les buildings Traveler Hooks, it work wonder pour à l'intérieur. Même quand ils ont les grosses plaquettes, il y a plein d'outils de firefighter en plus, ça prend 30 secondes, tu glisses ça puis tout ouvre.
C'est vraiment génial. Le Slim Gen, on pense que ça tout est bloqué avec la grosse plaquette, mais non, non. Si tu as accès à cette salle-là, c'est très rare que les admins aiment se mettre de la surveillance sur eux-mêmes. Parce qu'ils font souvent des choses louches eux-mêmes d'accéder à des sites ou de juste télécharger des binaires qui sont pas corporatifs nécessairement parce qu'ils doivent troubleshooter des choses. Donc, c'est souvent plus lax. Une surveillance plus laxe veut dire aussi que c'est très le fun de dropper des appareils là. Surtout dans un bordel de fils que souvent tu vas retrouver derrière des racks. J'ai rarement vu de place de bureau TI bien ordonné. Je sais pas Ouais, toi. c'est ce que j'allais dire, c'est souvent le bordel, c'est genre tout croche. T'as probablement même des serveurs qui traînent là en demi-montage. T'as probablement une salle télécom spéciale qui permet de brancher probablement dans tous les segments du réseau qui est directement là, parce qu'en ont besoin de faire des tests de temps en temps. Fait que, toutes ces espèces de paresses-là s'expriment beaucoup dans cet espace physique-là. Fait que tu sais, si t'es capable de juste drop de quoi sur le réseau, t'as peut-être pas accès directement au DC ou au serveur important que tu veux avoir accès, mais le monitoring que tu vas pouvoir faire sur ce réseau-là, il va te donner, c'est sûr, presque garanti, des identifiants pour élever tes privilèges puis d'avoir les clés du domaine rendu là. Mais on s'entend que c'est proche de la fin. Si la salle des serveurs est protégée par un code d'alarme, ça peut être intéressant de laisser une petite caméra qui va t'offrir quelques heures juste pour voir est-ce que un cleaning crew va être en mesure d'y accéder pour faire le nettoyage. Ou est-ce que les gardes de sécurité l'ouvrent, font leur ronde. Sinon, tu vas peut-être être capable de spotter le code quand ils vont jouer dessus. Par contre, c'est rare que les admins TI vont jouer là pour rien. Je te dirais, j'ai pas eu tant de succès à ce niveau-là. Ça implique un peu de chance. Ou si dans ta recon, tu as bien fait. La fois vraiment qui est intéressant, c'est que tu sais que les backups se font, exemple, le jeudi soir. Ben, le mercredi, tu vas aller mettre ta caméra en espérant spotter quelque chose le jeudi soir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille dans cette salle-là. S'il n'y a pas de problème, souvent, c'est pour ça que la poussière s'accumule. Ou ça va être aussi quand les nouveaux employés arrivent. La semaine avant, là, d'essayer de faire un monitoring serré sur ça, juste parce qu'ils vont devoir patcher des nouveaux employés, remonter des nouveaux bureaux. Donc, c'est possible. Le moins le fun, c'est quand ils mettent quelqu'un dehors, là, mais tu souhaites pas nécessairement pour personne à ce niveau-là. Ouais, puis c'est assez difficile là, de prévoir ça d'avance aussi. Là. Personnellement, c'est pas mal les vecteurs que je trouve les plus faciles et les moins dangereux, même si on commence à être à un niveau de danger, parce que là, tu accèdes à des salles que tu n'es pas supposé d'avoir accès. Je ferais ça avant de me mettre à exploiter des sites en interne chez eux. Les entreprises ont tendance à avoir un monitoring de leur application beaucoup plus accru que tout ce qui va se passer dans leur environnement autour ou du phishing à l'interne. Tu veux essayer que ton trafic soit le plus legit possible. Ah oui, une des attaques qui pourrait être intéressante, si tu as accès à des shares, de remplacer leurs fichiers par des malwares aussi, c'est très le fun. Puis ton malware, s'il part en plus dans un fichier caché, leur fichier d'origine, ben ils se font infecter à chaque fois qu'ils cliquent dessus. Et deux, ils ouvrent leur fichier. Fait qu'ils vont continuer à utiliser leur fichier et tout va bien. Le concept de mascarade est quelque chose de très le fun à faire dans ce domaine-là. Mais Ouais, encore là, absolument. si tu le modifies, souvent, tu as ton nom qui est derrière. Fait que c'est de le faire avec un compte que tu peux brûler pour obtenir tes identifiants. Oui.
Ouais, rendu là, les sites que je prioriserais aussi à tester à l'interne. Tout ce qui est corporatif de solutions, tout ce qui est off the shelf, je le regarderais même pas haute à moins que j'aie une version aberrante ou que je vois des Apache Tomcat. Apache Tomcat, c'est toujours le fun ou des Jenkins, juste parce que ça donne une RCE bien souvent avec des identifiants que tu as réussi à obtenir ou des identifiants par défaut. Ça, c'est quand ils en ont, tout simplement. Euh, les gens ont tendance à spawner des instances juste pour j'ai pas besoin de le configurer, c'est à l'interne. Je vais faire mes tests, puis je la terminerai dans 2-3 jours. Puis finalement, ben, elle se termine pas, puis tu as accès à un serveur que tu peux faire des niaiseries dessus, qui est souvent pas monitoré parce que c'est un serveur de dev. Et le nombre de Ouais, fois. Ouais, ouais. oh, oui, c'est assez fou. Toutes les affaires, les reliquats de tests, de machin, qui restent généralement là très, très longtemps, là, aussi drôle que ça puisse paraître, là, mais à l'interne, du moins, il y a très peu de rigueur de ce côté-là. J'en ai peu, sauf dans quelques endroits, là, mais tu sais, des Tomcats qui servent à tester une affaire sur le coin d'une table, puis on l'oublie 2 ans après, il est encore là. Puis les applications développées à l'interne des entreprises, ce qui est le fun, c'est que la mentalité des développeurs, le nombre de fois que j'ai entendu dire c'est pas grave, c'est juste un serveur dev qui va vouloir toucher à ça. Puis ils vont setter des users comme test 1, 2, 3, avec une capacité d'exécution de code sur leur machine. Puis là, tu es rendu à exécuter du code de façon trustée par une application. Parce qu'au pire des cas, ce qu'ils vont voir, c'est l'instance de dev fait des calls de dev. OK, ils vont peut-être shut down le stock, mais au moins, tu es capable de poker un peu plus loin. Puis une raison que j'ignore souvent, les devs vont avoir des droits souvent admin de postes locaux, de serveurs locaux, juste pour installer toutes les panoplies de stock. On dirait que c'est un peu un shadow IT, un monde shadow IT qu'ils ont entre eux autres. Puis non, ça se fait pas de ne pas donner admin à un dev quand il le demande, voyons donc. Ça serait impensable. Ouais, ça fait partie des chicanes standards qu'on a, puis tout ce que ça comporte. Mais effectivement, ils sont ultra dangereux parce qu'ils font à peu près tout et n'importe quoi. Et justement, dans un cas d'un red team comme ça, ben, ça devient des vecteurs très intéressants. Toute cette largesse-là qu'on leur a permis. Puis c'est rare que tu vas avoir du deuxième facteur de mise sur des sites développés à l'interne. Pourquoi ça sert à quoi ça, de toute façon? Et bien souvent, ça va être des comptes AD qui vont être reliés à ça. C'est arrivé quelques fois aussi que tu vas pogner des comptes utilisateurs test 1, 2, 3 avec un mot de passe test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Puis c'est un compte user standard avec des droits d'un projet que même toi en tant qu'employé t'as pas. Puis tu vas pouvoir tester d'autres choses après ça sur l'AD. Il y a plein de vecteurs avec Bloodhound que tu vas pouvoir analyser pour aller plus loin, qui est excessivement difficile à pogner par les entreprises. Parce que des commandes AD, ton poste en fait en permanence, bien souvent, juste quand tu te logs. C'est pas des commandes malicieuses. Et c'est rare qu'ils vont aller flaguer que tel user fait des commandes Active Directory. J'en ai rarement entendu parler. Ouais, faut être prudent parce que, les antivirus attrapent le Bloodhound. Oui. Et faut pas. C'est une machine qu'on est prêt à brûler parce que il y a cet élément-là. Puis le deuxième, si on est dans un environnement plus sophistiqué, faut ralentir les requêtes de Bloodhound parce qu'il est un peu agressif par défaut. Puis l'agressivité peut mener, dans certains cas, à générer du bruit qui pourrait justement nous brûler. Là. Mais tu sais, Bloodhound, tu es capable de remonter les données à main. Au final, Bloodhound, c'est des gros JSON de données. Fait que si tu fais toutes des get user, get OU, get machin, tranquillement, pas vite, au cours de ton engagement, tu vas être capable de collecter les données puis de les réécrire toi-même en JSON. Surtout avec l'intelligence artificielle de nos jours. Un paquet de requêtes AD, tu donnes ça à ChatGPT, tu dis hey, voici mes résultats de Bloodhound, remarche-moi ça pour que ça fitte dans le software. Pour l'avoir testé d'une fois, ça fonctionne super bien. Il est capable vraiment de tout restructurer pour toi.
avec les plugins Ouais, c'est lanceurs. bien. Puis si tu redécoupes tes choses, ou tu redécoupes tes éléments pour que ce soit moins bruyant, justement pour pas que tu dompes l'AD genre en 1 heure. Là, puis là, les gens font comme ouais, il y a quelqu'un qui a dompé l'entièreté de l'AD, puis commence à scanner toutes les machines, puis ça suit, là, parce que là, tu fais des mouvements latéraux, là, parce que bref, le gros scan. Mais tu peux toujours repopuler une partie ou la totalité de ta base de données à bras. Puis dans certains cas, c'est nécessaire. Puis là, juste anecdote, j'étais dans une conférence il y a quelques semaines, puis justement, ils faisaient disparaître des comptes, des requêtes. Fait que dans ce cas-ci, ça rendait la job beaucoup plus difficile pour un red teamer parce que les comptes de service, c'est les comptes admin disparaissaient des requêtes standards. Fait qu'à moins d'être toi-même un admin, tu ne voyais pas ces comptes-là. Donc, tu te trouvais à pénaliser un bloodhound dans ce cas-ci parce que ça, mais là, ensuite, tu le recrées manuellement, puis tout finit par réapparaître, là, mais tu te mets un peu d'emmerdement pour le red team. Là. Ouais, puis sans compter que des fois, des outils manuels, en effet, tu peux brûler juste avec des waterhole accounts, des comptes demi qui vont être, OK, si tu vas faire un get user là-dessus, lève une couple d'alarmes parce que c'est pas normal d'aller fouiller à ce niveau-là. C'est un compte que personne n'a, que personne ne va jamais avoir, qui n'existe pas, mais qui a un underscore admin dessus juste pour donner de l'intérêt. T'sais. Donc oui, c'est toujours à relever les risques. C'est pourquoi aussi je ne l'ai pas dit que tu partais des outils de base au début. On s'entend que dans ce genre de scénario-là, la majorité de ton stock va être des choses qui existent déjà sur ton laptop, ce qu'il appelle Living of the Land. Tu vas utiliser des commandes classiques comme un administrateur. Vraiment, il faut que tu aies le background administrateur derrière pour que tu aies ton way around. Un junior qui commence Pentest, qui a juste son OSCP, qui n'a pas d'autre expérience, va avoir beaucoup de difficultés en Red Team, juste parce qu'il n'y aura pas c'est quoi qu'un admin va faire standard. Et il va avoir tendance à essayer d'aller vers des outils communs qu'on trouve en pentest, de faire responder, faire du relay. Oui, tu peux en faire en red team, mais recode tes outils différemment. Essaye de changer tes IOCs. On s'entend que tu vas pas faire du relay sur toutes les machines que tu as réussi à trouver qui n'ont pas l'SMB signing. Tu vas en spotter 2-3 puis tu vas essayer de faire du targeted attack. Si tu le fais à la volée sur toutes, tu veux faire un smash and grab. Donc, tu es prête à concevoir que dans 1 heure, tout ton stock va être barré, mais tu sais que c'est des crown jewels derrière. Go for it, brûle-toi, puis exfile ta donnée, mais oublie-la après, parce que c'est sûr certain que tu as un risque de te faire toi-même brûler. Oh, oui, tout à fait. Mais si j'aime bien les lolbins. Oui, puis il y en a tellement, ce projet-là, là, c'est dur pour certains de les barrer adéquatement, parce que c'est utilisé dans leurs tâches quotidiennes. T'sais. Ou plus que l'entreprise est grosse, plus que ça devient complexe, parce que n'importe quel architecte ou développeur va décider d'utiliser l'outil qu'il préfère pour n'importe quelle tâche. Fait qu'à un moment donné, tu dis, ah non, on peut pas barrer ça, on sait pas ce que ça fait. Ça va faire sur notre environnement. T'sais. Ça peut peut-être, j'ai vu des trucs de, on va bloquer AT, puis ça vient qu'à mettre un serveur en production down parce qu'il utilise ça pour updater ses jobs. Pourquoi? Ça y tentait, ça a été fait de là 10 ans, puis c'est comme ça. Ah, ça t'a tellement d'affaires bizarres, là, mais tu peux. Puis il y a tellement de choses. En tout cas, bref, ça aussi, on pourrait en parler très longtemps. Là. Puis, rendu là, je pense que au niveau des dangers qu'un employé pourrait faire sur le réseau, on a parlé d'interception, on a parlé de phishing, on a parlé du côté physique. Le pire qui pourrait arriver, c'est le ransomware puis l'exfiltration de données. Tu es rendu à la fin de ton engagement. Tu peux décider de dire, OK, bon, je vais faire un faux ransomware qui va juste créer 2000 fichiers sur un share puis s'encrypter lui-même. Juste pour faire capoter TI puis voir combien de temps que ça prend. Surtout si tu as réussi à infecter plein de machines sur le plancher. Sit there and watch the world burn, comme qu'ils disent. Là.
ça assure toi, par exemple, que ton client soit au courant parce que c'est rough sur l'équipe Blue Team, des fois, ce genre de simulation-là. Mais s'ils veulent voir combien de temps que ça prend pour débrancher leur appareil ou de la réponse aux incidents, jumelé avec un tabletop quelques mois avant, ça peut être très fort comme exercice, juste pour voir comment ils réagissent en situation de stress. Je crois que tu as même d'autres podcasts sur Purple Team. Il doit couvrir des choses similaires où tu veux voir est-ce que les babines suivent les actions, comme qu'ils disent. Est-ce que qu'est-ce que tu as dit dans ton tabletop, le jour où c'est que tu vas l'exécuter, tu vas agir de la bonne façon. T'sais. Oui, absolument, la vérification, mais c'est ça, ça dépend toujours de l'objectif du Red Team. Il y en a justement utilisé pour tester la capacité de la réponse aux incidents. Donc, incidemment, on va allumer un feu expressément pour voir comment les pompiers vont arriver et comment le feu va se faire éteindre. Je crois qu'au niveau employé compromis, comme que je dis, on a pas mal couvert tout. On a couvert le phishing. On a réussi à couvrir les keyloggers, un peu d'éléments physiques. Je pense un autre élément qui pourrait être couvert à ce niveau-là va être l'ingénierie sociale. Mais ça va demander souvent des scénarios. Tu es là quand même quelques mois. Ce qui est le fun, c'est si ton client a accepté que tu fasses du temps partiel, qui est souvent le cas, et dire, OK, tu peux rester là dans la prochaine année. Tu peux même travailler sur des petits contrats de gouvernance ou des choses comme ça à l'interne qui n'est pas relié en sécurité. Et d'avoir des amitiés, de dire, tu sais, je pourrais-tu avoir accès à tel serveur juste 2-3 semaines, j'ai 2-3 tests à faire, la pro me revient pas, j'ai encore 2 mois à attendre, je dois livrer mon projet la semaine prochaine. Si t'es capable d'élever tes privilèges avec du sweet talk, des fois c'est intéressant. Je dis, tel projet, j'en ai besoin d'avoir accès à ce serveur-là parce que dans ta recon, tu as remarqué qu'il y a une route qui dirige direct sur un serveur admin ou est-ce que OK, c'est correct. Ton serveur, c'est pas grave si je te donne admin dessus. Mais je sais que d'autres admins vont passer, là. Donc, je vais pouvoir domper la mémoire pour essayer d'extirper des hashes. Ça peut être très le fun après ça, encore là, comme on disait, spray. Mais ça demande de faire des calls directs à des gens pour élever ces privilèges-là. Des fois, Bloodhound va te donner juste qu'est-ce que tu as besoin dans des groupes. Tu sais que si tu as accès à tel groupe, tu vas être en mesure d'élever tes privilèges plus tard. Fait que d'essayer de te mettre dans un contexte ou d'être embarqué dans le projet pour obtenir ces droits-là peut être quelque chose d'utile. Mais automatiquement, si tu utilises l'ingénierie sociale, ça va soulever des questions. Surtout pour l'accès de droits. Tu changes complètement de game, là. Fait qu'on n'est pas tout à fait à la même place. J'en profite, on va conclure là-dessus parce qu'on a quand même fait un bon inventaire. On a fait une bonne heure et quart de contenu super intéressant. On va s'en garder pour d'autres parce qu'il y en a beaucoup de vecteurs qu'on va explorer, puis justement dans ces différents scénarios-là, puis on va rattacher les différents scénarios. Je te remercie énormément, c'est vraiment très chouette comme conversation. Ça me rappelle des bons souvenirs aussi de quand je faisais un peu plus de Red Team.